Hello, j'espère que vous allez bien. Bah voilà, aujourd'hui je me suis dit que j'allais me mouiller un petit peu sur la planète YouTube ou sur le blog. C'est que je me suis rendu compte que j'avais tendance à fort me dire ah oui, mais le but quand tu partages, c'est quand même d'avoir du monde qui te suit, des mondes qui se sent impliqué ou intéressé par ce que tu dis, mais des fois j'ai tendance à me dire bah alors du coup je me retiens de parler de certaines choses que je trouve importantes. Et donc résultat je me dis c'est pas cool à long terme parce que j'ai un peu le sentiment d'être coincée et d'être à la fois quelqu'un qui se dévoile mais aussi quelqu'un qui dévoile que ce qui est lisse et sympa. Et donc voilà, aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire une espèce de nouvelle rubrique au niveau des vidéos. La rubrique serait un peu l'idée, c'est d'expliquer ce que je retiens ou ce qui m'intéresse ou ce qui me questionne au niveau du textile, de l'habillement, du cycle du vêtement, au niveau de ce qui est connu et des fois moins connu. Et des fois peut-être que je vous dirai des banalités et des trucs où vous vous direz mais on sait ça, tu nous apprends rien, on le sait ça. Et je crois vraiment que l'idée de se dire ah mais j'apprends quelque chose aux gens ou je suis précurseur ou innovante, je trouve que c'est pas le plus important en fait pour moi, parce que je dis souvent que pour moi un créateur ça hume, ça, comme les parfumeurs, ça sent les choses. Avec toutes ces choses qu'il sent, qu'il reconnaît, qu'il trouve intéressantes, qu'il estime être intéressantes à partager, il crée un contenu, que ce soit une vidéo, que ce soit une musique, que ce soit un vêtement, que ce soit une BD. C'est la contraction, je trouve, au niveau art, c'est la contraction entre ce qu'on est, soi, et ce qu'on sent des autres, ce qu'on sent de ses proches, des moins proches, du monde qui nous entoure. Et donc, en soi, je trouve que l'idée, c'est pas forcément d'être innovant, c'est de trouver cette contraction entre les deux qui permet qu'on passe à l'acte et qu'on crée un contenu, qu'on crée une vidéo, tout ça pour vous dire que sur la chaîne Moula Causée, maintenant je vais aussi vous parler de pourquoi la mode, qu'est-ce que c'est la mode. D'ailleurs, ce que je vais être aussi transparente avec vous, ce qu'il y a, c'est que moi, dernièrement, je me suis aussi beaucoup remise en question. Par exemple, je ne dis plus styliste, je dis plus que je crée des vêtements. Parce que ce soit à la mode ou que ce soit pas à la mode, c'est un vêtement que je crée, c'est le textile qui m'intéresse. C'est pas le fait qu'il soit tendance. Bien sûr, évidemment que je suis influencée par ce qui, à mon avis, se fait parce que je vis avec mon temps, que je vis dans une ville. Je suis entre Liège et Bruxelles, c'est des grosses villes, des villes qui ont des grandes chaînes des grandes chaînes de magasins, qui ont que je suis quelqu'un qui vit aussi avec les réseaux sociaux. J'adore Instagram parce que c'est un réseau d'images et que j'adore les images. Et donc oui, je suis influencée par des choses visuelles qu'à force, à mon avis, quand je crée des vêtements, il y a peut-être un côté ah oui, mais à mon avis, tu as eu cette influence-là, de cette tendance-là ou pas. Et je crois que c'est même pas la question, c'est juste que c'est une démarche maintenant, je trouve que j'ai plus une démarche vraiment de créer un vêtement, de créer quelque chose qui est textile parce que je me rends compte que mon kiff c'est le textile. Et donc du coup cette vidéo je vais un peu vous expliquer, puisque le septembre, j'imagine que vous le savez, c'est le mois de la mode, avec les Fashion Week, la rentrée, le fait qu'on rachète de nouveaux vêtements, etc. Pourquoi la Fashion Week? Qu'est-ce que c'est la Fashion Week? Moi, euh, Moi, honnêtement, depuis que j'ai 12 ans, je dis beaucoup honnêtement,
c'est peut-être que c'est important pour moi. Mais bon, enfin, soit. Depuis que j'ai 12 ans, je m'intéresse à la mode. Après la mort de mon père, parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt pas... je suis issue d'une famille nombreuse, on est 12, et j'avais plutôt tendance à reprendre les vieux vêtements de mes sœurs, ou alors aller dans les trucs de seconde main, parce que mon père estimait qu'en fait, le vêtement, c'était pas important de mettre autant d'argent dedans, il trouvait que c'était plus intéressant de mettre dans les voyages, dans les loisirs, etc. Surtout qu'en plus on était une famille nombreuse avec 12 enfants, ça me paraît aussi logique de se dire si je peux faire des économies sur ce plan-là, bah voilà. Donc du coup j'étais clairement pas, mais clairement pas la fille sur les photos d'école ou quoi, à la mode. C'est pas grave, je l'ai bien vécu, regardez, je suis plutôt bien maintenant. Et après la mort de mon père, j'ai tendance à justement aller dans l'autre sens, à faire ce que je pouvais pas, je l'ai fait. Et donc je me suis résolument intéressée à la mode par souci de transgression un peu. Maintenant qu'il est plus là, si on veut, je vais faire ce que je peux pas. Et donc j'ai commencé à beaucoup consommer de la mode. C'est vraiment ça, c'est consommer de la mode. J'allais minimum 2 fois par semaine faire du shopping. Des fois j'achetais pas, mais c'était clairement une activité comme une autre. J'ai beaucoup regardé tout ce qui était les magazines de mode. J'ai été abonnée au magazine Lifestyle et Mode de Belgique, que peut-être que certains connaissent. C'est le week-end Vif l'Express. C'était combiné avec le Vif l'Express moi je prenais tout le temps, ma mère me réservait le week-end Vif Express. Et j'ai fait vraiment ma culture mode avec ce magazine dans le week-end. Et entre 12 et 18 ans, j'ai baigné là-dedans tout le temps. La preuve, vous pouvez le voir ici, j'ai carrément, au fur et à mesure, créé un petit calepin, en fait, avec tout ce que j'avais récupéré dans le week-end Vif l'Express. Je me suis vraiment constitué un espèce de carnet de bord des tendances, de la mode, des couleurs, des textiles intéressants, des innovations, des marques que peut-être je pouvais être en stage ou quoi. Et la Fashion Week, c'est ça en fait. L'idée, c'est ça, c'est vraiment la mode qui s'associe à tout ce qui est presse, tout ce qui est... par exemple, vous regardez aussi les sponsors des Fashion Week, c'est des grands groupes, c'est Mercedes par exemple. C'est aussi, faut se rendre compte que la mode, c'est vraiment un enjeu qui dépasse le textile. Et donc la Fashion Week, ce qui se joue en fait dedans, c'est clairement le fait de se dire comment je vais influencer le consommateur, comment je vais lui donner envie de porter quelque chose qu'il n'a peut-être même pas besoin, mais je vais lui donner, je vais lui vendre le truc tellement bien qu'il aura envie de l'acheter. Et c'est aussi un circuit. C'est pour ça que souvent les gens se disent mais pourquoi ils font défiler la collection été 2018 seulement déjà maintenant plutôt parce que c'est des grands groupes et donc du coup le styliste ou l'enseigne fait défiler les créations et il rameute le plus de monde, les gens bankable, les gens qu'il faut voir. Ici maintenant il y a les blogueuses, avant il y avait les chanteurs, il y avait les actrices, etc. qui sont toujours là, mais il y a il y a une autre pipolisation avec les blogueuses maintenant qui rend les choses encore plus intéressante parce qu'une blogueuse, c'est clairement une personne lambda qui est devenue connue. Si on veut, avant on devenait connu parce qu'on avait soit par exemple été dans un tel film, ou soit par exemple parce qu'on avait chanté telle chanson, ou
etc., etc. Ou par exemple on faisait partie d'une telle famille et donc du coup on représentait quelque chose. Ici une blogueuse c'est vraiment quelqu'un qui en fait partage comme une copine et donc du coup on fait confiance à une copine. On se dit bah oui si ma pote un tel qui porte telle chose, bah du coup je vais me dire bah moi aussi je vais le porter puisque je suis comme elle, que je suis qu'elle me représente en fait. Et donc c'est aussi ça les Fashion Week, c'est réunir les gens qui cristallisent un espèce de je veux être comme elle ou je ressemble à elle ou je suis comme elle pour un événement qui a été orchestré des mois, voire un an à l'avance, parce que les créations sont euh, pensées, dessinées, etc. un an, voire un an et demi à l'avance pour certaines marques. Et donc du coup, c'est vraiment pendant ces semaines, pendant ce mois de la mode, chaque grande ville, bah, ici ça commence toujours par New York, puis après Londres, et puis Milan, et puis Paris. Pourquoi dans cet ordre? Parce que c'est la scène de la mode qui se joue comme ça aussi. Par exemple, ça finira toujours par Paris, parce que Paris, c'est la ville qui a, si on veut, non, c'est même pas si on veut, c'est historiquement à créer la mode. Parce que là, c'est Charles Frederick Worth, bien prononcé, un couturier français d'origine britannique qui a réellement créé la première maison de couture. Donc si on veut, c'est un héritage. Ça finira toujours par Paris parce que pour ce qu'elle représente, cette ville est le berceau de la mode. Et pourquoi ça commence toujours par New York? Parce que New York est le berceau du prêt-à-porter. Après, pendant la guerre, il n'y a plus de défilés à Paris. Et comme le marché et les industriels, etc., étaient en plein essor, bah, du coup, il a fallu trouver un autre endroit pour montrer ces créations. Et donc du coup, ça a été New York. New York, c'est vraiment le berceau du prêt-à-porter. C'est du berceau aussi de ces moments où il y a eu les inventions, tout ce qui était jeans, tout ce qui est emblématique du prêt-à-porter, parce qu'on peut produire en série. Alors que il y a eu pendant les années 70, la mode italienne, le glamour italien qui était fort mis en avant. Et donc du coup, au départ, c'était Florence qui était plutôt la ville de la mode italienne et qui avait aussi sa semaine de la mode. Et puis elle a bifurqué vers Milan, qui maintenant est Milan, qui est la ville pour la Fashion Week italienne. Et donc, c'est vers les années 70. Et puis après, il y a eu le côté, les mouvements punk, les mouvements un peu révolution de la mode avec Vivienne Westwood. Et du coup, oui, il y a eu un côté Londres représentait la mode qui avance, la mode qui est innovante, la mode qui propose autre chose. C'est pas pour rien que les six d'Anvers, qu'on connaît les créateurs vraiment emblématiques avec Anne de Melmeister ou Dries Van Noten, ont d'abord défilé à Londres parce que c'était vraiment le berceau de la mode qui dérange ou la mode qui se veut un petit peu hors de cette histoire, couture, etc. Et donc voilà, c'est devenu les 4 villes pour différentes manières, mais les 4 villes emblématiques des Fashion Week. Évidemment, les Fashion Week vont de pair avec tout ce qui est presse.
Elles ne pourront pas, elles sont toujours associées parce que même quand vous ouvrez la presse féminine, vous voyez bien qu'il y a énormément de publicité pour la mode et puis c'est aussi la presse féminine qui fait énormément d'éditorial avec des marques à suivre, des looks à suivre, des tendances à suivre et donc du coup ça va de pair avec la mode. Et donc c'est clairement ça aussi la mode, c'est que si on regarde un peu de manière plus globale, la mode n'a plus rien vraiment d'utilitaire, de fonctionnel. L'idée maintenant, c'est comme maintenant on est dans une idée d'abondance, etc. Et ça date même d'avant. Hein. J'ai regardé en faisant mes recherches, c'est que l'expression être à la mode revient au XVIe siècle, quoi. Donc c'était déjà avant, mais avant c'était plus l'aristocratie qui avait une mode. Et donc au fur et à mesure des années et des siècles, elle a de plus en plus été relayée aux plus basses classes, si on veut. Parce que ce qu'il y a eu avec la duplication des vêtements, c'est qu'on a aussi permis à l'industrie de toucher un autre public. Il n'y a plus que les personnes aisées qui sont à la mode, il y a aussi les personnes de la classe moyenne. Et donc là, par exemple, je vais vous montrer, c'est aussi ça qui se joue dans les Fashion Week, c'est on montre ce qui va être à la mode un an à l'avance pour par la suite dire aux gens, ben voilà, c'est ça le modèle vers lequel on va. Si avec la mode, c'est même plus une question de se protéger du froid, puisque c'est des climats tempérés et tout ça, c'est séduire, c'est montrer qui on est, avec les vêtements, on montre de quelle classe sociale on est, on montre aussi on se montre soi et en même temps on essaye aussi de plaire, de montrer ce qu'on vaut. Le circuit nécessite ça, puisque après avoir défilé, les enseignes vont avoir des acheteurs. Les acheteurs vont prendre commande, par exemple, tel article durant le défilé m'a beaucoup plu, je vais prendre, je ne sais pas moi, 40 000 exemplaires de ça, et toutes ces enseignes, c'est tel que Bloomingdale's, il y a quoi encore, il y a Colette aussi qui va bientôt fermer, mais qui aussi fonctionne comme ça, il y a Printemps, il y a Bon Marché, mais ces enseignes-là sont encore connotées avoir un pouvoir d'achat assez conséquent. Et donc, il y a ces acheteurs-là qui vont acheter ces collections. Et sachez bien aussi que dans ces collections, il y a au moins 20% des créations qui ont défilé sur le podium qui ne seront jamais confectionnées. Jamais confectionnées. Parce qu'elles ne plaisent pas, parce qu'elles sont trop risquées, parce qu'on ne sait pas si elles vont être vendues, parce qu'elles ne représentent pas d'enjeu économique et donc du coup on préfère pas se mouiller. Et donc oui, il y a environ 20% des collections qui sont présentées qui ne seront jamais vendues. Et après avoir acheté, bah, il y a aussi des autres personnes qui aussi viennent pour tout ce qui est grandes enseignes comme Zara, H&M, etc. Et là, c'est plus aussi voir les défilés pour voir qu'est-ce que je pourrais adapter aux personnes qui ont moins d'argent. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là aussi voir copier sans trop copier, donc proposer quelque chose à la mode mais sans avoir de problème avec les créateurs parce que voilà, au niveau ressemblance c'est un peu trop flagrant et donc c'est pour ça aussi que ce cycle est aussi important entre la création et la démonstration des vêtements et la mise en magasin parce qu'il y a toutes ces étapes là aussi qui se jouent et qui fonctionnent ensemble aussi.
Et donc quand les acheteurs vont acheter les collections, après il faut les faire produire, et donc produire souvent dans des pays du tiers-monde, donc ça veut dire loin, donc du coup il faut bien que les collections soient faites et bien faites, donc ça met du temps, et puis après faire une publicité, une campagne pour donner envie aux gens d'acheter cette collection, et puis quand on a donné envie et que les gens sont sur leur chaise et se disent ah, vivement qu'elle sorte cette collection, vivement qu'elle sorte, bah bam, on met les vêtements en magasin, comme ça part comme des petits pains. Et donc c'est ça le cycle en fait, et c'est ça qui est super important pour les métiers de la mode, grande distribution ou moins grande distribution, mais quand même avec du stock conséquent, c'est de garder cette organisation, ces plannings, comme ça suscite chaque fois l'envie des gens d'acheter. Et donc voilà, je ne sais pas si cette vidéo vous aura plu, c'est un petit peu un blabla qui part dans tous les sens. Je continuerai la réflexion sur d'autres choses, mais ici c'était vraiment plus pour expliquer ce que c'est une Fashion Week. Et j'espère que vous avez peut-être un petit peu plus. La Fashion Week répond aussi à des barèmes. Chaque Fashion Week a, si on veut, un comité. Il y a le comité qui s'appelle le syndicat. Attendez, je vais voir, parce que pour pas dire de bêtises. Je vais vous dire comme je fais comme à la maison. Hein. Cette vidéo est vraiment comme à la maison. Voilà, j'allais dire la Belgique. Pour la France, il y a le syndicat de la haute couture parisienne. Et donc elle s'occupe vraiment du calendrier des Fashion Week, que ce soit femmes prêt-à-porter, femmes haute couture et hommes prêt-à-porter. Il n'y a pas de haute couture pour les hommes, c'est vraiment juste prêt-à-porter. Elle s'occupe de ça. Et donc il y a, et donc il y a un espèce de cahier des charges auquel on doit répondre pour pouvoir y participer. Par exemple, avoir une vocation à l'international, parce que pour être dans une Fashion Week, il faut avoir une vocation à être un créateur qui veut vendre à l'international. Il faut aussi avoir un book qui répond à une certaine au niveau qualitatif qui correspond à l'image que le syndicat veut transmettre au public et aux acheteurs ou presse qui vient voir les défilés. Et donc chaque Fashion Week a un espèce de comité comme ça qui valide ou pas l'entrée d'un créateur dans la semaine de la mode. Et donc il y a celle de Paris, il y a une qui est aussi fort connue parce que plus médiatisée avec le CFDA des États-Unis. C'est un comité, un conseil des créateurs au niveau américain. Et eux, ici, ça a deux vocations. C'est vraiment aussi promouvoir tout ce qui est manufacture américaine. Donc c'est aussi à travers la mode qu'on voit aussi l'importance d'un pays dans l'échiquier mondial. Et donc le CFDA, c'est à la fois le créateur, mettre en avant les créateurs américains, et aussi mettre en avant tout ce qui est manufacture américaine, savoir-faire américain, etc. Et donc on en parle un peu plus parce qu'ils ont aussi créé les awards de la mode si on veut, et donc à chaque fois il y a des créateurs qui sont primés chaque année par rapport au marché masculin, par rapport au marché féminin, par rapport au fait que c'est un créateur émergent, et donc du coup on essaye de mettre en avant, etc. etc. Et donc je trouvais que c'était une partie intéressante aussi à mettre en avant, parce que c'est quand même conséquent au niveau de savoir ah oui, j'aimerais bien faire partie de la Fashion Week, qu'est-ce que je dois faire. Donc il y a vraiment, oui, les lookbooks qui doivent être
correspondre à ce qu'on souhaite montrer et associer l'image, puisqu'il n'y a rien à faire quand on fait partie d'une Fashion Week, on associe aussi son image à ce syndicat-là. Et donc du coup, il y a plein d'enjeux qui sont autres que juste simplement être créatif. Il faut aussi. Et donc je vous dis à bientôt. Et si vous avez des questions ou si vous trouvez que sur certains points j'ai pas été très claire, parce que évidemment dans tout ce que je vous dis il n'y a aucun jugement, il n'y a aucun ah oui mais comment on peut faire partie de ce système, ah oui mais franchement c'est pas bien de l'entretenir, blablabla, tout ça, je ne suis pas là pour ça. Comme je l'ai dit à la vidéo précédente, vous faites ce que vous voulez de votre vie, sincèrement, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Je dis juste que moi, j'ai fort eu ce cheminement-là personnel par le biais en fait de moi-même avoir créé des vêtements et de m'être dit, mais tu rentres dans un cycle qui ne te correspond pas, qui ne t'épanouit pas. Et donc créer une nouvelle collection tous les 6 mois ne te rend pas professionnellement épanoui. Donc pourquoi pas changer, pourquoi pas essayer autre chose. Et il y a beaucoup de créateurs qui sont sortis de ce système-là. Franchement, faut se rendre compte que c'est aussi même eux-mêmes dans le business de la mode, il y a beaucoup de conférences autour de ça. Quel cycle on peut créer, quelle manière de faire pour changer les choses, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est pas viable, qu'ils arrivent à la fin d'un système et que ça ne va pas. Parce que par exemple, Jean-Paul Lespagnard, qui est un créateur qui a fait beaucoup parler de lui parce qu'il a gagné le festival de hier, et donc lui a exprimé aussi qu'il souhaitait sortir de ce cycle-là des présentations tous les 6 mois. Un autre créateur super connu, c'est Azzedine Alayad, qui a aussi décidé de sortir de ce calendrier de la mode, parce qu'il avait l'impression qu'en fait, au final, c'était produire, sans le processus créatif. Il avait l'impression de se dire, mais je ne sais même pas si je serai prêt pour cette date-là, donc pourquoi me dire il faut que je sois prête pour cette date-là, alors que peut-être j'ai pas eu d'idée 6 mois à l'avance, j'ai pas eu l'idée 3 mois avant, donc ça sert à rien de présenter quelque chose auquel je crois même pas et donc je parle pour lui, mais je sais pas. Je sais pas, je suis pas lui, donc c'est un peu me projeter à travers la simple chose qu'il a fait. Et donc du coup, voilà, c'est aussi, je trouve qu'on parle beaucoup d'écologie, de conscience, de devenir consommateur et pas consommateur, de vraiment être acteur de ce que l'on achète, de ce que l'on veut pour soi. Et je pense que par l'alimentation et par le textile, par les vêtements, on a le portefeuille et on peut le dire aussi qui on est et ce que l'on veut aussi pour soi. Et donc oui, il y a un système dans lequel on nous bassine, mais on n'est pas obligé de faire partie de ce système-là. Et donc voilà, c'était un peu l'idée de vous partager ça. Et il y a une dernière chose, et je pense que je vous saoulerai peut-être encore une fois, mais j'avais vu dernièrement dans un site internet, et que là je vais de nouveau relire, c'est que en soi, au niveau, quand on prend en dehors de la Fashion Week, on se rend compte aussi que le calendrier au niveau de présentation mode et de mise à disposition de ces vêtements présentés ne s'arrête jamais. En janvier, on a les soldes. En février, on présente pour pouvoir écouler ce qui n'a pas été vendu. En février, on présente tout ce qui est collection croisière, etc. C'est ce qui est entre les deux. Et souvent, par exemple, les enseignes comme H&M, Zara ont plus de collections parce que justement, ils jouent sur ça, sur le fait qu'on a toujours besoin d'une pièce entre deux saisons. Et donc, c'est ça aussi. C'est en février, voilà, on a ces collections-là. Et puis, là, après, en mars, on a les défilés pour l'automne-hiver. Et puis, en mai, on a l'arrivée de la collection avril-mai, on a l'arrivée en boutique de la collection été de cette année-là.
Donc on a déjà en tête ce qui va être fait pour l'automne et en même temps on va acheter ce qui est fait et a été produit pour cet été-là. Et en juin, on a les pièces de présentation pour la pré-automne, pré-hiver qui ont été présentées et, qui sont petit à petit, on donne les visuels, donc du coup on te redonne envie de ces choses-là, après que tu aies déjà acheté quelque chose pour cet été. Et donc après ça arrive, juillet c'est les soldes, donc de nouveau tu rachètes, parce que voilà c'est intéressant, c'est les promos. Et en même temps, tu te dis qu'il y a le printemps-été homme qui est présenté pour l'année d'après. Et tu penses déjà, ah oui, mais en septembre, il y aura le printemps-été qui sera présenté. Donc, c'est un cycle continu. Tu t'y perds et tu te rends même plus compte que tu te fais happer par quelque chose qui te donne toujours ce désir de la voir, en fait. Et même plus l'idée, ah oui, mais est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que dans mon dressing, j'ai vraiment besoin de ça? Et donc voilà, c'était un peu l'idée, c'était de vous parler de ça. Et oui, évidemment, d'une certaine manière, je ferai chier, désolé du mot, certaines personnes, mais je trouvais que c'était une réflexion qui est intéressante, qui est importante à se poser ou à débattre. Vous pouvez l'exprimer en bas de la vidéo ou sur les réseaux sociaux. Franchement, je suis accessible, j'ai pas énormément de... Tellement, j'en ai déjà, donc je vais pas dénigrer les personnes qui me suivent, mais je suis pas encore la fille tellement full de followers que je ne sais pas répondre aux trucs. Et donc si ça vous dit d'en discuter, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, je vais finir cette vidéo et vous dire merci d'avoir écouté tout ce blabla. Vraiment, c'est du blabla, mais je me dis des fois, il y a des blabla importants. Et moi, ça me tenait à cœur d'en parler avec vous. Et donc voilà, passez une bonne journée. Et j'espère que vous aurez envie de voir les prochaines qui seront différentes. Je ne sais pas si ce sera encore du blabla ou ce sera un do-it-yourself ou une interview. La prochaine fois, c'est une interview, ouais, c'est une interview. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et parlez-en autour de vous, relayez l'info et je compte sur vous et je vous dis bye bye et merci.